Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, je voudrais remercier AgroSub Dijon d'avoir organisé ce TEDx qui en soi est déjà une rupture. Toute l'équipe organisatrice, Julie, Chloé, etc., pour leur travail extraordinaire et tellement sympathique qui nous change des congrès internationaux et qui vont effectivement provoquer ce qu'on appelle en anglais des fresh ideas. Et on vient d'en voir une, avec de l'eau fraîche, une fresh ideas. Alors quand ils m'ont demandé de venir de Toulouse, la plus belle ville aéronautique d'Europe, pour ne pas dire plus, de la galaxie, et donc je me suis posé la question, je pourrais vous parler de ruptures franches comme par exemple l'aile volante, l'avion du futur, puisque tous les avions se ressemblent, on travaille sur vraiment l'avion du futur, ou alors la pesanteur artificielle sur laquelle nous travaillons pour les vols de plus de 2 ans et loin de la Terre, mais j'ai préféré vous parler d'une rupture qui est déjà efficace depuis 10 ans et vous présenter une plateforme, un petit peu comme ce cercle-là, qui porte une dizaine de projets, dont 7 sont déjà opérationnels et 3 sont en devenir. Alors cette plateforme est une rupture, qui fait rupture avec la rupture, en ce sens que nous, en tant que physiciens des structures, oui, parce que je suis physicien des structures, on passe notre temps à rompre des structures, mais non pas pour les casser, mais pour voir ce qu'elles ont dans le ventre, pour faire de la science. On casse des avions pour qu'ils ne cassent jamais en vol, voilà, pour faire simple. Et ce n'est pas du tout une cassure que je vais vous présenter, mais au contraire un rassemblement disciplinaire, c'est-à-dire c'est une rupture dans la tête, une rupture psychologique, une rupture universitaire, alors ça c'est un monde très compliqué, sous l'égide de la très belle université de Toulouse, qui est une université aussi belle que celle de Dijon, et dans laquelle j'ai le plaisir d'être full professeur et directeur de recherche. Et je viens en fait avec une triple casquette. Alors la casquette de professeur à super-héros, ça c'est l'amphi, voilà. La casquette de directeur scientifique de l'Institut Clément Ader, qui est une UMR-CNRS de 236 chercheurs qui cassent des structures, enfin on ne fait pas que ça, mais on fait beaucoup de mathématiques pour sécuriser les structures, c'est-à-dire leur garantir un taux de survivabilité de l'ordre de 10-7 par heure de vol. Enfin non, c'est pas de survie, c'est l'inverse, c'est un taux de létalité de 10-7 par heure de vol, vous m'avez bien compris. Et puis je viens aussi parce que moi aussi je suis un mouton noir, figurez-vous. On m'appelle le mouton noir parmi les blouses blanches parce que je suis depuis cette année le physicien du CHU de Toulouse. Les Anglais, les Américains plutôt me disent c'est the physicist among the physicians. D'ailleurs, c'est le même mot pratiquement en anglais. Et donc la rupture que je vais vous présenter maintenant, en réalité, c'est un pont qui nous transforme petit à petit, comme le montre ce magnifique tableau. Alors pour ça, il faut partir de notre spécialité de physicien des structures. Nous sommes des chasseurs d'entropie. Alors qu'est-ce que c'est que l'entropie ? L'entropie, c'est la flèche du temps. C'est tout ce qui fait que quand une plante, voilà une comparaison qu'on peut utiliser ici, quand une plante croît, elle croît. C'est-à-dire que quelque part, oui, elle évolue, absolument, elle regarde devant, je vous vois sourire, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça aussi, c'est l'entropie d'enfoncer des portes ouvertes. Et donc, ce n'est pas du tout le désordre. Ça, c'est Boltzmann qui vous a raconté ces histoires. Moi, je vous dis que l'entropie, c'est une partie de l'entropie, les 3 piliers qui portent nos thésards. On a 118 thésards et 49 HDR à Clément Ader. On en a 50 sur la thématique de l'entropie statique, c'est-à-dire les rides de la structure. Nous, on a des rides, ça donne beaucoup de charme, mais ça ne nous limite pas notre domaine de vol. Et bien, c'est exactement comme ça, les structures, avions, lanceurs, hélicoptères, tout ce qui vole, et tout ce qui ne vole pas d'ailleurs, le TGV aussi, il est certifié par nous. Ensuite, on a l'entropie dynamique. Alors l'entropie dynamique, si vous voulez, voilà, ça c'est le démonstrateur universel des structures. C'est la poutre de Galilée. Il s'est posé la question de la déformée d'une poutre, le père Galilée, au pied de la tour de Pise. Et donc, quand on va faire travailler une structure, vous voyez, il y a un échange éternel, attention, j'ai bien dit éternel, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. Et puis, il y a le côté obscur de la force, qui est la partie de l'énergie qui n'est ni cinétique ni potentielle, qui va créer de l'endommagement, qui va créer quelque chose qui n'est pas mécanique. Voilà. Et ça nous intéresse beaucoup. J'ai 40 doctorants qui travaillent sur ce sujet. Et puis, il ne vous échappe pas que la structure travaille dans l'atmosphère et elle interagit avec le reste du monde. Alors, le reste du monde ici, c'est l'atmosphère. Ça peut être la foudre, par exemple, quand un avion se prend un éclair. Le coup de foudre, ça existe aussi pour les avions. Ça n'arrive pas souvent dans la vie, mais un avion, en général, en moyenne, il a un coup de foudre dans sa vie.
La vie d'un avion, c'est 100 000 heures de vol et 25 années, voilà. Et donc, il a en général 1 ou 2 coups de foudre, c'est un peu comme nous, hein, dans sa vie. Et donc, tout ça, ça se modélise mathématiquement, puisque nous sommes avant tout des matheux. Et donc, nous avons ce troisième sujet qui va nous intéresser particulièrement. Ça marche comme une fusée à 3 étages, hein, cette affaire-là. Vous voyez, le troisième étage, là, c'est le Multi-Physics Driven Simulation. Ça veut dire tout simplement la modélisation de la structure, la mécanique dans le reste du monde. Voilà. Et donc, là-dedans, parmi le reste du monde, il y a les sciences du vivant. Et nous avons une dizaine de doctorants, effectivement. Vous voyez, je vous présente une dizaine de doctorants qui représentent les fameux 10 projets auxquels je faisais allusion, qui travaillent sur l'interaction avec le monde de la vie. Alors ça, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous en parler aussi dans une école comme AgroSup, évidemment, puisque, par définition, vous travaillez sur le monde de la vie. On va faire un tout petit peu de physique, quand même. Peu de physique pour comprendre que la biologie, c'est aussi de la physique, de la biophysique, mais on va plutôt parler de biodynamique. Alors, c'est une nouvelle discipline qui émerge maintenant, qui existe depuis 10 ans et dont nous sommes porteurs à Toulouse. Il était une fois un réservoir de lanceurs. Vous voyez, ça c'est un réservoir. Alors, je ne vous le dis pas du tout innocemment, parce que le gars qui travaille sur ce réservoir de lanceurs, qui est le réservoir Ariane 6, eh ben, il a fait une thèse avec nous sur l'oreille interne. Et le CNES, de manière très intelligente, a jugé que les compétences qu'il a acquises en matière d'interaction fluide-structure dans l'oreille interne, avec des fluides bizarres très exotiques, hein, des solides très exotiques, on n'a pas la notice du constructeur non plus de l'oreille interne. Mais rassurez-vous, quand on a la notice du constructeur, ce n'est pas tellement mieux, parce qu'on n'y comprend pas toujours. Donc on a fait des modèles de ces réservoirs cryogéniques. Il y a un fluide là-dedans qui s'appelle l'hydrogène, qui a un avenir fabuleux, parce que je vous signale que la solution du problème des transports, dont on y travaille beaucoup, 2% des gaz à effet de serre, c'est l'aéronautique. Mais on a un effet d'entraînement énorme. La solution, c'est l'hydrogène. On vous raconte des histoires avec les batteries. Si vous voulez faire voler un avion, un Airbus avec des batteries, 10 fois le volume de cette pièce n'y suffirait pas. Et je ne vous dis pas la masse, et je ne vous dis pas les produits chimiques qu'il faudrait aussi. Donc, si vous voulez, pour un avion léger, je ne dis pas. Pour un ULM, je ne dis pas. Pour une mobilette, je ne dis pas. Mais pour un Airbus, la solution, c'est l'hydrogène. Donc, on travaille dessus par la cryogénie des avions. Eh bien, figurez-vous que les équations de ces coques-là, avec un fluide dedans, eh bien, c'est la même chose qu'une cellule vivante. Vous prenez une cellule vivante, eh bien, c'est une coque, une membrane, hein, avec un fluide bizarre à l'intérieur, des inhomogénéités, de l'osmose. Vous savez ce que c'est l'osmose? Ben, dans l'hydrogène, il y a quelque chose qu'on appelle la fugacité, qui est que, vous ne vous en rendez pas compte évidemment sur ce dessin, mais le fluide, il passe à travers les réservoirs. Et en plus, il a ses modes propres. Alors, c'est des modes un peu bizarres, évidemment, qui sont une fois de plus des mathématiques. Et donc, les médecins de Montpellier d'abord, puis de Purpan à Toulouse, parce qu'ils étaient un peu jaloux de Montpellier, nous ont contactés pour que les équations des réservoirs, on les applique à l'oreille interne, au vestibule, au crâne, à plein de choses. Et donc, on travaille actuellement sur les implants cochléaires, sur la compréhension des sons à l'intérieur, de la vibroacoustique, ce qui se passe dans le réservoir lanceur, c'est exactement ce qui se passe dans l'oreille interne. Et ce que vous voyez là, ça n'est pas le réservoir Ariane 5, c'est ce qu'on appelle la membrane basilaire. Alors la membrane basilaire, on va faire un peu d'anatomie. Dans l'oreille, vous avez un limaçon qui s'appelle la cochlée, qui est le siège de l'audition. Il y a une membrane, il y a plusieurs membranes. Il y en a une chimique, il y en a une mécanique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la membrane mécanique. Il y a un organe là-dedans qui s'appelle l'organe de Corti, qui est le siège de l'audition. Nous avons, alors on s'est associé quand même avec des neurologues d'une petite université américaine qui est à Boston, qui s'appelle le MIT, et qui nous a prêté leur modèle neurologique du lien entre le nystagmus optocinétique de l'œil et les mesures à l'intérieur du... Ah oui, parce que dans la cochlée, on ne peut pas faire de mesures in vivo. Pour des raisons évidentes, si vous faites des mesures sur le cadavre, malheureusement, ça ne marche plus. Les matériaux n'ont plus du tout la même. Donc la seule façon de faire, c'était de le faire indirectement, et le MIT avait un moyen de mesure par la neurologie de le faire. Donc on a été obligé de s'associer à eux. Alors on a fait comme Elon Musk, vous savez, Musk, il a réussi à faire son lanceur parce qu'il a prêté son lanceur, la NASA a prêté le pad de lancement, hop, allez, on fait du troc. Pour $1 symbolique, en plus, le fisc n'y voit rien. Et donc, on a fait pareil avec le MIT. Ils nous ont passé leur modèle neurologique, nous, on leur a passé leur modèle mécanique. On a publié ensemble et tout le monde était content. Voilà. Alors, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, de modèles numériques que nous avons fait. Mais je voudrais quand même maintenant, parce que je n'ai plus que 8 minutes devant moi,
Je voudrais maintenant vous parler un peu, non pas du présent, mais de l'avenir. Alors, le présent, effectivement, on a créé une revue internationale, oui, parce qu'on n'a rien pour publier quand on est multidisciplinaire. C'est-à-dire quand on est à la fois biologiste et physicien, ce qui semble pourtant naturel, ben, on n'a pas de revue de haut niveau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On en a créé une, tout simplement. On a créé un certain nombre de structures, par exemple avec le Commissariat à l'énergie atomique, qui travaille sur le scaphandre du futur. Et bien, on s'en est servi aussi pour les exosquelettes, pour les enfants myopathes, pour faire leur rééducation. On a un certain nombre de programmes qui tournent comme ça, mais je voudrais vous en parler d'un qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il concerne la biodynamique de l'ensemble du système céphalo-rachidien. Depuis plus de 10 ans, on travaille avec les astronautes sur les problèmes d'atterrissage. C'est pour ça qu'on est présent dans la cabine Orion, hein, soit dit au passage. Ça n'est pas assez connu, mais les cabines qui sont fabriquées aux États-Unis, il y a des équipements français dedans. Hein. Bon, on le doit un petit peu aux médecins, parce que, comme le disait Mermoz, tout décollage est facultatif, mais tout atterrissage est obligatoire. Et donc, un vol se terminera, et oui, un vol se terminera toujours, c'est comme la vie d'ailleurs, hein, il y a toujours un début et une fin. Et donc, le vol se terminera sur Terre, et nous, on a qualifié un certain nombre de modèles du système céphalo-rachidien sur l'impact, qui sert aux skieurs d'ailleurs, et qui sert aux passagers d'Airbus. Je vous signale que quand on qualifie le risque vital, oui, parce que dans un avion, vous courez des risques, mais des risques qui sont inférieurs aux risques que vous courez dans cette salle. Voilà. Oui, parce que dans cette salle, surtout avec moi, vous courez des risques très importants, que la salle s'effondre, qu'il y a un tremblement de terre, que, oui, je dis toujours que ma belle-mère débarque, etc. Mais quand vous êtes dans l'avion, vous courez des risques supplémentaires du fait que vous êtes dans l'avion, et des risques négatifs qui sont soustraits du fait que vous n'êtes plus dans cette salle. Et oui. Et donc, le jeu, car c'est de la théorie des jeux, on travaille sur les structures pour faire en sorte que l'avion soit le lieu le plus sûr de la Terre, c'est-à-dire que quand on monte dedans, eh bien, il soit parfaitement sûr. Alors, dans ce cadre-là, on avait bâti donc un modèle céphalo-rachidien avec les masses modales effectives d'interface, les modes propres, si vous voulez, du système céphalo-rachidien, qu'on a utilisé donc, pour un certain nombre de sportifs de haut niveau, et puis pour les passagers à partir de la 380, c'est nous qui l'avons qualifié, le modèle des passagers à bord, 350 aussi, bien sûr. Un petit peu avec Boeing aussi, parce que quand Boeing nous propose des sous forme de contrat, on les accepte toujours. Et donc, à partir de ces modèles-là, les médecins sont venus nous voir parce qu'ils s'intéressent non plus aux implants électriques. Aujourd'hui, les enfants sourds profonds, alors c'est pour ça qu'on est particulièrement motivé par cette synergie biologie-physique, biodynamique exactement, c'est que les enfants qui sont implantés électriquement dans la cochlée, c'est toute une affaire, hein, il y a 17 électrodes qu'on leur met dans la cochlée, c'est quelque chose de douloureux et qui n'est pas naturel. Ce qui serait naturel, c'est la transmission osseuse. Alors pour ça, on travaille sur le contrôle prédictif généralisé du crâne, comme on le fait sur certains avions. On l'a fait pour un Boeing d'ailleurs, qui est l'Osprey, hein, qui est le convertible, le V-22. Donc sur le contrôle actif des modes propres, par contrôle prédictif généralisé sur le crâne. L'idée, c'est de générer dans la cochlée directement au bon endroit les vibrations qui vont bien. Beethoven connaissait ça, car tout le monde dit que Beethoven était sourd. C'est un peu vrai. Mais il avait une surdité de transmission mécanique. Il n'était pas sourd profond en ce sens que sa cochlée fonctionnait encore, et donc il avait sur son piano Erard fait monter une lame métallique, un peu comme cette règle, qu'il avait fait visser sur le cadre. Il mordait la lame, et comme il tapait comme un sourd sur son piano, eh bien, on dit qu'il n'a jamais entendu la 9e symphonie, ce n'est pas vrai. Il l'a entendu par la conduction osseuse, mais sans le contrôle prédictif généralisé, c'est-à-dire extrêmement déformé. Donc nous, on travaille là-dessus, et on travaille en particulier à faire un modèle mathématique qui respecte plusieurs choses bio-inspirées. La première chose, c'est de trouver un métamatériau équivalent. Vous savez, pour l'hydrogène, on a trouvé un matériau équivalent à l'hydrogène liquide pour faire les essais de vibration dans mon labo. Parce que faire des essais de vibration avec l'hydrogène liquide dans mon labo, il n'en est pas question. D'abord parce que si ça explose, tout le monde est gelé sur place. Ensuite, oui, enfin bon, c'est un liquide absolument diabolique, hein, fabuleusement intéressant, mais diabolique. Donc on a trouvé un métamatériau très compliqué, hein, comme les oiseaux. Vous savez que les oiseaux qu'on projette sur les structures, c'est plus des oiseaux. C'est un matériau qu'on a mis au point et qui a la même rhéologie. On a tout un tas de métamatériaux qui font la même chose, et donc on cherche un métamatériau équivalent au cerveau. Pas au cerveau pour penser, hein,
au cerveau pour simuler l'accidentologie et avoir un modèle expérimental de l'accidentologie. Et du coup, ce sera un modèle qui servira, c'est la deuxième application, aux chirurgiens. Car figurez-vous que les chirurgiens, c'est une chose qu'on a découvert, d'ailleurs dans les relations avec Pierre Fabre, car on a plusieurs industriels qui nous aident, pas que l'aéronautique, il y a aussi un grand laboratoire pharmaceutique, je ne devais pas citer son nom, mais tant pis, et donc, mais je n'ai pas cité son nom, hein, vous voyez. Bon. Et donc, ils nous apprennent les protocoles humains. Et donc, j'ai appris avec un certain effroi que les chirurgiens, neurochirurgiens apprennent à opérer sur le terrain. C'est-à-dire, pour faire simple, que pendant une opération, il y a le grand patron qui est là, le full professeur qui est là, le vieux là qui opère, a le crâne ouvert, et puis il y a l'élève qui est à côté, et tu prends le bistouri et on y va, quoi. Bon, avec le métamatériau, on pourra faire autrement. Oui, parce que ça ne marche pas sur un Maccabée non plus, ça. Et non. Et oui, parce qu'on pourrait dire il suffirait, et non, justement. Donc, qu'est-ce qu'on propose un matériau pour qu'il puisse s'entraîner et s'amuser et faire progresser la chirurgie. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'exemples comme ça qui sont en train de se monter. Donc, nous avons 7 programmes qui fonctionnent, 3 qui sont en cours de montage. Mais je vous donne un scoop dans la minute qui me reste. Il faut toujours atterrir sur le seuil de piste, c'est la classe. Dans la minute qui me reste, je vous donne un scoop, c'est que Madame Carole Delga, qui est la présidente de la région qu'il faut s'appeler Occitanie, maintenant c'est plus Midi-Pyrénées, c'est Occitanie, vous avez raison. Mais c'est comme Airbus, ça change de nom tous les 8 jours. Et donc, pas tous les 8 jours, mais presque. Donc, Madame Delga vient inaugurer notre plateforme mercredi. Voilà. Et elle est dotée à la naissance d'un capital qui vient de l'Europe, comme quoi l'Europe a aussi du bon, hein, voilà, dont je n'ai pas le droit de vous donner le montant avant mercredi, mais qui est compris entre 55 et 60 millions d'euros. Je vous remercie de votre attention.